Parfait, bonsoir à tous, on va démarrer. Donc, vous êtes tous les bienvenus ici ce soir au Musée du Barreau de Paris pour notre dernière audition contradictoire avant les vacances judiciaires. Il n'y a pas de vacances du tout, mais il y en a officiellement pour les magistrats. Autour de l'intelligence artificielle et du droit avec mes deux invités, Olivier Cousy, que je représenterai dans quelques instants, et Adrien Badevant. Jean-Pierre Mignard ayant un mot d'excuse pour nous avoir fait faux bond il y a 2 heures pour un impératif qui ne lui permettait pas d'être ici ce soir. Mais comme on a son co-auteur et associé, je pense que ça nous ira largement pour que cette soirée soit intéressante. Vous êtes ici donc au Musée du Barreau de Paris, au sein des collections permanentes qui appartiennent à l'Ordre des avocats au Barreau de Paris et au sein de l'Hôtel de la Porte, qui nous abrite, qui est un bâtiment classé aux monuments historiques, d'un hôtel particulier que certains bâtonniers voulaient croire être une prison, qui a été plus prosaïquement la propriété du plus gros poissonnier des Halles au XVIIe siècle, et que nous animons aujourd'hui avec moins de relents de poissons et un petit peu de nouveauté. Il y a autour de vous un peu les collections permanentes, un tout petit peu bousculées, désordonnées, parce que nous avions une exposition temporaire il n'y a pas longtemps qu'on n'avait pas totalement fini de décrocher. Donc collection permanente qui illustre une petite partie des collections du musée du Barreau. Elles sont classées chronologiquement, c'est assez simple à identifier. Nous démarrons avec le Moyen-Âge derrière vous et terminons avec les affaires Papon, les archives de Jacques Vergès et 2-3 choses très contemporaines juste derrière moi. Et vous avez le loisir tout à l'heure, si vous n'êtes jamais venu dans cet établissement, d'y rester quelques minutes ou quelques dizaines de minutes pour regarder nos collections et nos vitrines. Ici, nous organisons donc à peu près tous les mois non pas un match, mais une rencontre entre généralement l'auteur d'un livre et puis un autre homme de justice ou une autre femme de justice ou de loi, avocat, magistrat, membre de la préjudiciaire. Et donc j'ai le grand plaisir ce soir, à l'occasion de l'apparition de ce livre extrêmement à propos, très documenté et assez prospectif, L'Empire des données, essai sur la société, les algorithmes et la loi, co-signé par Jean-Pierre Mignard et Adrien Badevant. Donc j'ai le grand plaisir de recevoir Adrien. Et puis notre autre confrère aussi, Olivier Cousy. Je vais commencer par le présenter et expliquer pourquoi il est là ce soir, mais si vous ne le savez pas, Olivier, tu me détrompes si je dis une bêtise. Associé chez Gide, on ne dit plus Gide Loiret-Noël, d'après ce que j'ai vu sur le site. Le modernisme fait qu'on passe. Voilà, le modernisme a fait qu'on a raboté Loiret et Noël, mais qui reste cher au barreau, donc à nos cœurs. Associé de chez Gide, il est évidemment ancien secrétaire de la conférence, ancien membre du Conseil de l'Ordre. Il est spécialisé dans une sphère qui est, alors, en dehors de la nomenclature officielle du CNB, qui concerne, on va dire, le droit des médias, les télécoms, la propriété intellectuelle, toutes ces questions qui font qu'il a une particulière légitimité ce soir à intervenir sur ce sujet. Il est par ailleurs aussi candidat au bâtonnat, au cas où vous l'ignoreriez, avec notre consoeur et mon ami, membre de la Société des Amis du Musée du Barreau de Paris, je tiens à le souligner, Nathalie Roret. Voilà, c'est un ticket qui se présente aujourd'hui au suffrage, mais ce soir, avant de recevoir le candidat, c'est l'avocat spécialiste qui va apporter la contradiction à Adrien Badevant. Adrien qui est aujourd'hui donc associé au cabinet qui s'appelle Lysias, hein, c'est en théorie le nom, également versé dans les enjeux du numérique, dans la gouvernance des données, dans cette sphère qui nous intéresse particulièrement. Vous rajouterez ce que vous voulez, ou tu rajouteras ce que tu veux à cette présentation. Il est donc associé avec Jean-Pierre Mignard et il est son co-auteur aujourd'hui. Je crois que c'est le premier livre, ou je me trompe, des livres techniques avant. Il y a un livre technique qui était 101 questions sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un mi-chemin entre le technique et la vulgarisation. Voilà, là c'est un essai. Sachant qu'il faut préciser qu'Adrien, pardon, mais peut-être donner ton âge, parce que déjà ton 2e ouvrage est sur ces sujets. J'ai aujourd'hui 29 ans. Voilà, c'est quand même impressionnant de maturité. Non, c'est parfait. On lève le bout de la bouche, donc très bien. Mais on peut interchanger, je veux bien être candidat, pourquoi pas, ça fera beaucoup pour mon cabinet. Et tu prends la place du conservateur du musée du Barreau. Peut-être que le plus simple, c'est de commencer par demander à Adrien ce qui l'a amené à, on va dire, à traiter à la fois d'une spécialité, qui est le droit des données, un certain nombre de matières, j'imagine, que tu vois professionnellement, et puis à amener ça avec la réflexion générale qui nous intéresse tous en ce moment, une grande réflexion qui va depuis la justice prédictive, en passant par l'intelligence artificielle, effectivement, et les juges, en passant par
On peut raccrocher ça aussi au Legal Tech parce qu'il y a un grand mouvement, il me semble difficile de dissocier et de dire qu'un débat est exclusif de l'autre. Donc il y a une vraie question aujourd'hui sur une nouvelle phase de la révolution du numérique et notre sphère, la justice, le barreau, ce que ça signifie aujourd'hui de rendre une décision de justice au XXIe siècle, en 2018, sous l'empire des données, et alors non pas du RPVA, mais d'un RPVA que la chancellerie rêve comme étant constitué de formidables machines qui nous permettraient, paraît-il, de gagner et du temps et du budget. Au prix peut-être d'un certain nombre de choses qui lui sont chères, d'un certain nombre d'équilibres, d'un zeste d'humanité. Et voilà. Donc toute chose, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on n'est pas candidat au bâtonnat, on vient écrire un livre sur ce sujet. J'ai toujours été passionné par les questions les impacts des technologies sur la société, et en particulier aujourd'hui sur l'état de droit. Ça pose de nombreuses questions au départ très philosophiques sur les conceptions qu'on a de la liberté, de la sécurité, de la vie privée, de la propriété. Et en fait, le numérique et les nouvelles technologies nous posent des questions des choix de société qui nécessitent également de revoir la façon dont on se forme tous les jours, que ce soit la formation initiale ou la formation continue. Et je pense en particulier qu'il y a des questions sur les libertés individuelles, et en tant qu'avocat, je rêverais à terme un jour de défendre des cas qui soient des cas de défense de liberté individuelle par rapport à ces nouvelles technologies. Le contentieux n'est pas encore très développé parce qu'il n'est pas judiciaire, mais il va arriver en masse, je pense, et aujourd'hui on est encore sur un aspect un peu conseil ou contractuel, mais à terme ça va aboutir. Et ce qui m'intéressait aussi par rapport à tout ça, c'était une approche qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que pour répondre à ces enjeux et à ces questions, on ne peut pas seulement se contenter d'avoir une approche juridico-juridique. Et par le parcours et les études qui étaient les miennes avant d'être arrivé dans le droit, j'avais été dans une grande école à l'ESSEC où il y avait une approche par les sciences humaines, il y avait toujours des cours d'informatique, etc. Et je pense qu'il y a un mélange à terme, une hybridation des connaissances qui est très intéressante. Et sans être trop long, pour vous donner un premier cadre, il y a un article qui m'avait particulièrement marqué lorsque j'avais commencé toutes ces recherches et lectures par moi-même en réalité, parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de cours malheureusement au moment où je les ai entreprises, c'était dans les années 2010-2011, et il y avait un article qui existait déjà, pourtant depuis une bonne douzaine d'années, écrit par un célèbre auteur et professeur de droit américain, Lawrence Lessig, qui est un constitutionnaliste, qui était professeur à Stanford avant d'aller à Harvard, et qui parlait de code is law. Alors c'est une expression que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui date de 1999 maintenant, mais c'est cette idée que les choix de demain, nos choix quotidiens et nos choix collectifs, démocratiques, pourraient peut-être ne plus dépendre uniquement du code juridique écrit par des législateurs et des parlementaires, mais du code informatique. Et la question de savoir si on s'en remet au quotidien des choses qui sont ce qu'on appelle communément des boîtes noires, des black box, c'est-à-dire des algorithmes dont on n'a pas forcément connaissance ou accès ou compréhension des critères sous-jacents. Comment on fait pour continuer à avoir un état de droit, c'est-à-dire, à l'image du débat de ce soir, un état où il y a du contradictoire. Olivier, un complément sur... Non, c'est une bonne présentation. Je crois que si on veut lancer un peu des discussions, il y a plusieurs thèmes dans le livre qui est par ailleurs, qu'on recommande, qui est vraiment très bien, très complet et très bien informé et très didactique. Le premier thème, je pense, de réflexion qui peut nous intéresser, qui peut intéresser l'auditoire, c'est la confrontation entre la légitimité démocratique de la règle ou de la norme, du droit, que confère ce qu'on connaît, c'est-à-dire le vote des citoyens, la décision, la délibération, la discussion, et en face de ça, une légitimité numérique qui devient presque une souveraineté numérique qui est entre les mains d'opérateurs privés qui eux-mêmes sont dans un régime juridique qui, par ailleurs, est celui de l'État de Californie, pour résumer, mais qui ont, de leur propre initiative, imposé un certain nombre de règles sur la manière dont ils traitent les données, dont ils collectent l'information, dont ils pistent, filent ou suivent les internautes que nous sommes. Et là, je trouve qu'il y a dans le livre un sujet fondamental, c'est est-ce que nous avons encore, par la souveraineté qui est celle de notre souveraineté démocratique, est-ce que nous avons au niveau français ou au niveau européen, est-ce que nous avons encore une possibilité de nous opposer d'une manière ou d'une autre, ou de contrôler cette souveraineté numérique qui appartient à ces fameux GAFA, Google, Apple, Facebook et autres?
est-ce qu'il y a encore un espoir pour résumer, pour caricaturer un peu le débat, est-ce qu'il y a encore un espoir pour qu'on impose ou qu'on dicte ou qu'on encadre cet usage qui n'est pas le nôtre et qui est fait par des gens qui le font dans leur intérêt totalement légitime d'opérateurs commerciaux? Je pense que l'espoir commence ce soir, ou du moins lorsqu'il y a des réunions de personnes qui commencent à s'intéresser à ces sujets. Et pour répondre à la question d'Olivier Cousy, et je vous remercie par la même occasion tous les deux de permettre ces débats-là, Emmanuel Pierret également, parce que ce sont des débats qui sont aujourd'hui représentatifs d'un déficit d'éducation à plusieurs niveaux. Il y a un déficit d'éducation de la société civile, on en fait tous partie, et c'est très difficile d'être à la page parce que les évolutions technologiques sont rapides et incessantes, mais il y a aussi un déficit d'éducation des politiques et la politique publique aujourd'hui. Lorsqu'on a un temps législatif qui doit se concentrer sur certains sujets, il ne faut pas se tromper de sujet. C'est-à-dire qu'on en reviendra peut-être un peu plus tard dans la conversation, mais justement pour se poser les questions en bonne et due forme et que ça soit un dialogue constructif, il y a certains projecteurs qui aujourd'hui sont trop braqués sur des acteurs qu'on diabolise ou parfois qu'on met sur des piédestals, et justement c'est comment réussir à avoir une approche qui ne soit pas uniquement sceptique ou complètement béate et euphorique, et comment on va réussir à poser les bonnes questions sous-jacentes. Et les questions sous-jacentes sont forcément complexes, parce qu'on est sur des enjeux qui sont véritablement, qui font appel à une génération de défricheurs. Et quand je parle d'une génération, je ne parle pas d'âge, je parle d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se mettre dans une zone forcément un peu non confortable pour revoir en fait les perceptions qu'on a, sans tout faire table rase du passé. Je pense que le droit, et on le voit sur de nombreux sujets, les catégories juridiques qui existent et classiques peuvent toujours permettre d'illustrer et de comprendre ces mutations. Mais la question d'Olivier Cousy, c'est celle de savoir comment on fait demain. Alors comment on fait demain en tant que citoyen, justiciable en l'occurrence, et comment on fait aussi en tant que professionnel du droit, et comment on fait ensemble en tant que co-décisionnel d'une société. Je pense qu'on va peut-être pouvoir distinguer différents sujets, car il y a la souveraineté au titre des individus que nous sommes tous, et on le voit aujourd'hui avec ce qu'on appelle le RGPD, qui est le règlement européen sur les données personnelles, qui est entré en vigueur la semaine dernière et qui pose des questions tout à chacun ici. Comment je fais en sorte que les données personnelles qui sont les miennes sont collectées d'une manière loyale, licite, etc. Puis après, il y a une question aussi de souveraineté qui est un peu plus large, qui est la souveraineté étatique des États-nations, et comment des plateformes, comme ce qu'on appelle communément les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, concurrencent aujourd'hui les États-nations, et il y a une forme de choc de souveraineté avec une redistribution des cartes sur un échiquier géopolitique. Ça, c'est pour un peu distinguer les deux niveaux de souveraineté auxquels on peut faire référence. Oui, pour donner un exemple très concret, vous voyez, on a dans nos cabinets, Emmanuel aussi sûrement, des gens qui viennent nous voir en disant telle citation de mon nom, de ma situation, de mon entreprise sur Facebook, sur tel autre, ne me convient pas d'abord, ce qui en soi n'est pas forcément critiquable, mais est fausse, est mal renseignée, est inexacte, fait des rappels de condamnations qui ont été les miennes il y a plus de 10 ans, qui sont prescrites, etc. Qu'est-ce que je fais? Et là, nous, avocats français, on dit, on a un texte, on a la loi de 1881, on a le droit sur la presse, on a la protection de la vie privée, on a l'article 9, donc on va faire une lettre, au sens vraiment physique, à une entité, parce qu'on ne peut pas écrire à ces entités autrement que par courrier. Il y a des règles, on va regarder les conditions générales. Toutes ces conditions générales que l'on signe, qu'on le coche, parce qu'on n'a pas envie de les lire, quand on les lit réellement, ça fait un peu peur. Donc on va écrire, il est expliqué qu'il faut envoyer un courrier papier à la société Facebook, Google ou autre, située à Los Angeles, Californie. Et dans ce courrier papier, il faut expliquer en quoi la situation n'est pas conforme aux conditions générales de Facebook. C'est-à-dire, la question n'est pas de savoir si c'est conforme à la loi française ou pas à la loi française, c'est que l'entreprise ne va répondre que si elle considère elle-même que, effectivement, la situation n'est pas conforme à ces conditions générales. Or, les conditions générales de ces entités sont régies par le droit californien, qui n'a pas la même conception de la protection individuelle de celle de l'Europe ou de la France, qui n'a pas la même conception de la diffamation, qui n'a pas du tout, absolument pas la même conception de la liberté d'expression, puisque ce sont des pays où le principe de la liberté est total. Vous savez qu'aux États-Unis, on peut avoir un drapeau nazi et s'habiller parce qu'on est libre, brûler le Coran, etc. On peut faire des choses qui seraient interdites aujourd'hui en France.
Donc on se heurte en tant que praticien à une opposition entre nos règles et nos principes juridiques français ou européens et les règles aux principes juridiques qui sont l'interprétation que fait une entreprise privée des règles juridiques de sa juridiction locale. Et ça se termine, dans la meilleure des hypothèses, en référé, où heureusement, pour le client, pour le droit français, on a affaire à des magistrats qui sont relativement avisés et qui vont imposer petit à petit, ils vont attraire par des décisions successives vers la juridiction française des situations qui concernent des individus et des entreprises françaises, au prétexte que ça a été diffusé en France, c'est visible en France, sur des écrans, etc. Donc il y a eu un rattachement juridique, mais on a une véritable, alors pas une impuissance, mais une difficulté de mettre en œuvre des droits qui sont applicables à nos ressortissants auprès des opérateurs qui eux-mêmes appliquent leurs propres règles. C'est l'opérateur qui nous répond ou c'est l'algorithme? Alors au mieux, c'est un opérateur. L'opérateur répond que c'est l'algorithme pour dire qu'il est passif par rapport à la situation et qu'il revient d'une qualification juridique qui le met dans une... Par exemple, aujourd'hui, on parle d'hébergeur et pour dire je n'ai pas un statut d'éditeur, par exemple, donc je ne joue pas un rôle actif sur son éditorialisation et du coup, vous ne pouvez pas venir chercher ma responsabilité. Ça fait partie des arguments de défense qui peuvent exister, notamment sur les requêtes dans les moteurs de recherche. Si vous commencez à taper un nom et que derrière il y a le mot escroc qui arrive, est-ce que vous pouvez signifier à Google que le moteur de recherche fait une diffamation sur ce référencement automatique? Il y a beaucoup de questions assez intéressantes. Donc là, on voit bien que la difficulté pratique se pose sur des sujets très concrets. Et on peut peut-être évoquer un sujet qui est assez bien vu dans le livre, c'est cette espèce de servitude volontaire ou involontaire dans laquelle on se situe tous, parce que nous avons tous un smartphone, nous sommes ravis d'avoir Waze, d'avoir Facebook, d'avoir Twitter, surtout en campagne électorale, c'est très important, tous ces réseaux sociaux. Mais on ne lit pas les conditions générales, on ne nous explique pas comment s'en servir et on en évalue à peine les conséquences. Donc c'est quoi? C'est de l'éducation, c'est de la formation? Je pense qu'effectivement, c'est un mode d'emploi. Ce qu'a dit Labo ici, qui était bien plus jeune que moi à l'époque, sur la servitude volontaire, ça s'applique également aujourd'hui. Et il y a un autre auteur qui pourrait permettre aussi d'illustrer tout ça, c'est dans un domaine différent, mais qui est Hans Jonas, sur le principe responsabilité, qui est un livre qui explique en réalité qu'il ne faut pas... Il parle de l'heuristique de la peur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de manière paralysante, mais il faut comprendre et saisir le danger qui vient pour réagir. Et il parle de ça en parlant d'environnement. C'était déjà au cours des années 70-80. Donc c'est pour vous dire qu'il a écrit quelque chose que personne n'a suivi. Aujourd'hui, certains dirigeants pensent que le réchauffement climatique n'existe toujours pas. Mais toujours est-il que nous, il ne faut pas qu'on attende dans ces domaines-là qu'il y ait des catastrophes ou des choses qui apparaissent, parce qu'elles apparaîtront. Alors n'attendez pas que vous soyez hacké, qu'il y ait une intrusion dans vos systèmes informatiques, les crèches, les hôpitaux et les cabinets d'avocats et les tribunaux. Enfin, je veux dire, c'est des données hypersensibles qui sont à l'intérieur de tous ces endroits. Et donc ces drames-là vont arriver. Donc par rapport à la servitude volontaire, c'est oui, peut-être avoir un regard critique par rapport à tout ça. Donc c'est très dur parce qu'il faut réussir à mettre à jour un peu l'éducation et la formation sur ces sujets, mais il y a aussi quelque chose qui serait le principe responsabilité, c'est-à-dire que de manière citoyenne et collective, comprendre qu'il faut agir et pas réagir à ce qui va arriver, qui est pas un fatalisme, mais le fait qu'il se passe des choses dans la matière est inéluctable à terme. Donc faisons quelque chose dès aujourd'hui. Tu es en train de nous dire que le RGPD ne suffit pas, annoncé par la presse française comme le triomphe de la vision européenne contre les GAFA. Je dis ça en souriant. Alors le RGPD est une première étape qui est très intéressante. C'est un texte qui a été introduit en janvier 2012 et il a été voté en avril 2016. C'est pour vous dire que pendant 5 années, il y a eu beaucoup de lobbying déjà. Ça pose aussi d'autres questions géopolitiques. Mais c'est un texte qui aujourd'hui donc, est d'application directe parce que c'est un règlement, contrairement à une directive. En fait, puisqu'il était torpillé, c'est hybride. C'est comme il y a une loi de transposition quand même. Mais toujours est-il que depuis le 25 mai dernier, vous avez pour la première fois à une échelle européenne un texte d'application directe. C'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre qu'il y ait des lois de transposition d'un pays à un autre. Et ça peut éviter la pratique de ce qu'on appelait communément, pas en français mais en anglais dans le texte, le forum shopping, c'est-à-dire d'aller en Irlande parce que c'est plus favorable dans un pays plutôt qu'en France qui est plus protecteur ou l'Allemagne qui est aussi très protectrice. Et donc pour répondre à cette question qui est une vraie question, c'est la question de savoir à quoi ça sert. Mais c'est un outil, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Et je pense que le RGPD c'est un espace de confiance.
On veut dire, en Europe, dans l'Union européenne pour être plus précis, on va instaurer un espace de confiance dans lequel vous allez pouvoir savoir que les opérateurs, comment ils collectent vos données personnelles, comment ils les traitent, comment ce flux d'informations va être acheminé. C'est loin d'être parfait. C'est un texte qui est extrêmement compliqué. Quelqu'un qui est juriste a déjà du mal à le décortiquer. Je pense que les personnes qui n'ont pas forcément de formation juridique vont avoir encore plus de difficultés. C'est une très bonne opportunité pour les cabinets d'avocats. Je pense que c'est forcément ça crée forcément aussi. On dit beaucoup que vous savez que les technologies détruisent de l'emploi, donc il faut bien qu'elles en créent. Oui, non, mais plus sérieusement, ça pose des questions de savoir comment demain vous allez avoir un texte qui va peut-être aussi pouvoir être un élément de soft power, qui va pouvoir se polliniser dans d'autres régions du globe. Est-ce que d'autres entreprises, de manière proactive, vont dire comme Microsoft, même en dehors de l'Union européenne, je mets en œuvre ce standard dans tous les pays. Et là, on se rend compte que c'est très fort. Parce qu'il y a des pays comme l'Inde ou le Canada qui vont spontanément aussi l'appliquer. Donc c'est peut-être une première étape. Elle n'est pas suffisante, je suis d'accord, mais c'est une étape qui est indispensable. Et aujourd'hui, à l'heure de Cambridge Analytica, le scandale de Facebook, vous avez beaucoup de parlementaires et de sénateurs américains qui se posent la question. Non, je ne souriais pas sur le RGPD en tant que tel, mais sur l'appréciation par la presse française qu'il a découvert la veille au soir, du triomphe de la vision européenne sur Mark Zuckerberg qui venait nous rendre visite. Mais il y avait quelque chose pour être complètement honnête, on peut aussi sourire du texte. Enfin, si on est sarcastique et un peu moqueur, parce qu'il y a aussi des choses. Je vous donne un exemple très concret. Les données personnelles, c'est protégé en France depuis 40 ans, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la loi informatique et liberté de 78. Depuis, on n'a pas inventé beaucoup de choses. Vous avez inventé, allez. Et donc, le principe de base, c'est de dire qu'on collecte des données pour une finalité déterminée. Donc, je collecte par exemple votre nom pour optimiser votre nom et la façon dont vous naviguez sur un site internet pour savoir si vous êtes allemand ou italien. Et du coup, l'achat en ligne, je vais pouvoir vous faire un parcours utilisateur dans la langue appropriée. Et ça, c'est une finalité déterminée, mais derrière, si j'ai juste obtenu votre consentement pour ça, je n'ai pas le droit de l'utiliser, par exemple, à des fins de profilage comportemental pour manipuler une élection politique ou autre chose. Et le problème de la finalité déterminée, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une ère qui s'appelle de données massives, le big data, pour reprendre les appellations journalistiques, où on collecte beaucoup de données, mais on ne sait pas encore ce qu'on va en faire. Donc le principe même du big data, c'est de collecter sans savoir la finalité. Le principe même de la protection des données personnelles, c'est de connaître la finalité. Donc il y a des choses qui de fait, ne fonctionnent pas encore complètement. Mais dans la majeure partie des cas, il y a quand même des bonnes pistes dans ce règlement européen. Si je peux me permettre, pour revenir au point de départ de votre... Mais j'allais vous donner la parole tout à l'heure, mais c'est pas grave. On peut prendre une question, mais je voudrais concentrer ensuite les interventions. On va revenir sur l'idée que ça permettait aux citoyens de reprendre le lead sur ce qu'ils pouvaient faire dans le cadre de ces nouvelles technologies. Et le RGPD, justement, impose à chaque acteur économique, aussi petit qu'il soit, et permet à chaque individu de reprendre la main sur le traitement des données personnelles. Et c'est ça la logique du RGPD. C'est de redonner à tous les acteurs économiques, par la responsabilité qu'elle leur impose, l'obligation de s'intéresser aux données personnelles et aux citoyens de pouvoir interroger les acteurs économiques sur la manière dont les données sont traitées. Et donc au final, c'est pour ça que ce sujet est fondamental. Vous voulez reprendre, non? Si, mais il y a plein de... Non, j'emmène mes amis qu'on arrive à ça. Il y a deux grandes questions. Il y a la question principale du livre qui est la collecte des données, cette emprise. Et puis après, il y a cette partie un tout petit peu qui nous intéresse de façon un peu subjective, qui est la justice, le droit, le rapport à l'avocature. Donc, très bien. On peut continuer à épuiser un petit peu de façon générale le traitement de données, puis à venir ensuite à la question plus pragmatique, puisqu'il faut prendre un moment, éventuellement un champ, qui est la justice du XXIe siècle, ou même presque du... Voilà. Il y a tellement de sujets que peut-être qu'on peut arriver directement sur le côté pragmatique, et en fonction des questions de chacun, on pourra revenir aussi sur l'aspect un peu plus... la première partie des rentrons maintenant donc directement dans la partie justice, parce que on peut continuer, on pourrait faire 20 soirées thématiques ou de débats sur la collecte des données de façon générale, le rôle du big data, etc. Mais j'aimerais qu'on fasse un peu un focus sur sur la dimension qui est la nôtre, la plus particulière. Absolument, et je pense qu'il y a une bonne transition parce que c'est quand même le traitement des données
qui permet la notion de justice prédictive. C'est-à-dire que, Adrien est beaucoup plus calé que moi sur toutes ces questions techniques, mais ce que l'on comprend, c'est que la manière dont on va proposer des solutions ou proposer des résultats en matière de justice est basée sur un traitement de masse de données. Et donc, on est nécessairement dans une sorte d'interprétation du passé, ou dans ce qu'on appelle la métabolisation, je crois que c'est le terme, la métabolisation, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'est-ce qui s'est passé dans une circonstance équivalente et comment on peut trouver au milieu des 10 000, il y a 10 000 textes de loi, il y a 5 millions de décisions de justice en France. Hein. Donc, dans toute cette masse d'informations, on va traiter ce qui a un rapport avec ma question. Est-ce que l'indemnisation d'une veuve dont le mari a été écrasé par une voiture à tel endroit, dans telle circonstance, par quelqu'un qui n'avait pas le permis, qui est assuré ou qui n'est pas assuré, quelle est la décision raisonnable d'indemnisation qu'on peut espérer? Et là, l'algorithme, l'instrument, la machine, entre guillemets, va pouvoir, à partir des informations qu'elle aura collectées, sortir des propositions. Donc il y a là encore, deux manières de réagir par rapport à ça. On peut dire c'est formidable, la machine est extraordinaire, donc j'applique ce que dit la machine. Et puis on peut se dire aussi, le travail du juriste, le travail du juge, c'est de trouver la bonne décision individuelle à une situation individuelle qui, par nature, ne peut pas être ramenée à une décision statistique, puisqu'elle est individuelle. Et là, on va toucher à des questions qui sont juridiques et philosophiques sur la différence entre l'individu moyen et l'individu dans la situation précise. Donc tant qu'on va être capable, et je ne sais pas, c'est la question que je pose à Adrien, tant qu'on va être capable d'utiliser ces outils comme des instruments de réflexion, des instruments d'alimentation, des instruments de travail pour le juge, mais que le juge gardera sa capacité d'impérium ou sa capacité de décision, pourquoi pas? Mais est-ce qu'on ne risque pas d'avoir effectivement une facilité, une sorte pour des raisons économiques, pour des raisons juridiques, pour des raisons humaines aussi, de dire, bon, ben, après tout, j'ai une proposition qui me paraît raisonnable, je ne vais pas en plus aller regarder l'effet de l'espèce, je regarde mon tableau me dit, ça vaut 50, ça vaut 100, ça vaut 20, ça vaut 200 000, et ça me convient très bien, je ne vais pas m'appliquer à regarder ou étudier la situation, donc plus besoin d'avocat, plus besoin de juge, puisque j'ai une machine, et on se recroirait dans les films de Louis de Funès, où on entrait une carte avec un levier qui fume, et puis arrive le résultat. Plus besoin de palais de justice, non, peut-être. Plus besoin de palais de justice, mais c'est ce qui coûte le plus cher, donc c'est un peu dommage. On a un très beau palais de justice. Donc la question est, quelle est la capacité que l'on a de résister, c'est toujours un peu la même chose, hein, de résister à cette facilité, à ce charme, à cette tentation de la machine qui va décider à notre place. Vous allez répondre, mais tu vas répondre, pardon, je suis passé au tutoiement impératif. Il y a une formule que moi j'aime bien dans le livre qui est le tournant mathématique du droit. Oui, je le trouve, qui remonte très loin parce que ça parle des rapports entre la comptabilité, le droit, etc. Mais je trouve qu'elle est assez éloquente et qu'elle permet de se projeter un peu. Exactement. Et le tournant mathématique du droit, d'ailleurs, pour être transparent, et ça l'est dans le livre, il y a beaucoup de références et de notes de bas de page, c'est Alain Suppiot qui a inventé cette formulation. Alain Suppiot, c'est un professeur au Collège de France, notamment dans la philosophie du droit, et ce qui pose bien la question, en fait, les deux questions qui sont posées emportent des conséquences pratiques sur l'exercice de notre métier, qu'on soit avocat, donc auxiliaire de justice, juge, etc. Il y a plusieurs conséquences très pratiques, et ça renvoie souvent à la formation d'une certaine manière. Parce que lorsque je prends la question d'Olivier, qui est de savoir, lorsqu'on donne un résultat interprété à un juge, 95% des cas précédents ont dit cela. Qu'est-ce que vous faites de ce chiffre lorsque vous êtes quelqu'un qui, et ce n'est pas un reproche, mais qui n'a pas forcément une culture statistique, qui n'a pas forcément eu d'enseignement mathématique? Qu'est-ce que c'est qu'une moyenne? Qu'est-ce que c'est qu'un écart type? 95% de chances de récidive, vous en faites quoi? Vous mettez plus longtemps la personne, vous l'incarcérez plus longtemps? Qu'est-ce que vous en faites? Les 5% restantes, qu'est-ce que vous faites de la présomption d'innocence au moment où tout est calculé? Ça, c'est une question dans l'ordre pénal, mais dans l'ordre civil, il y a d'autres questions, qui sont des questions de savoir si la justice est encore nécessaire lorsqu'on sait que telle querelle, tel contentieux va permettre une indemnisation dans telle fourchette de prix. Et donc, comment revenir, comme le disait très justement Olivier Cousy, à une individualisation
pas forcément au pénal des peines, mais même des cas, tout simplement, au civil, et comment, à l'image, et c'est peut-être le fil rouge, qui avait été introduit dès le début par Emmanuel Pierrat, qui est celui du contradictoire, c'est-à-dire celui un peu de ce soir. Alors moi, c'est le mot que j'aimerais conserver en tête, c'est comment on fait en sorte qu'on va pouvoir demain débattre des critères de décision qui ne sont pas forcément uniquement purement algorithmiques, mais qui sont aidés par des outils qui peuvent être des outils algorithmiques. Et pourquoi ça pose des questions? Alors là, je vais aller dans les choses très concrètes. Finalement, l'intelligence artificielle, c'est des données qui nourrissent des algorithmes. J'essaie de faire très simple. Les données, elles ne sont pas forcément complètes, elles ne sont pas forcément mises à jour. Si vous prenez par exemple, vous nourrissez un algorithme de données préexistantes, vous allez trouver des écarts de rémunération dans la société entre les hommes et les femmes qui sont ceux qu'ils ont été depuis des années. Et vous allez peut-être répliquer des préjugés sociaux qui étaient incorporés en fait dans les données d'entrée. Il y a une autre question après les données, c'est celle des algorithmes. Les algorithmes traitent les données, il y a des critères sous-jacents. La difficulté avec les algorithmes d'intelligence artificielle, c'est que contrairement à des algorithmes de programmes informatiques traditionnels, ce n'est pas forcément des algorithmes qui sont codés dans une finalité qui est déterminée. Ils apprennent au fur et à mesure. Et donc, le programmateur lui-même peut perdre de vue la finalité qui leur a été assignée. Et du coup, quels sont les critères sous-jacents qui ont été utilisés? Un exemple très parlant de la Federal Trade Commission, qui est une entité indépendante aux États-Unis, enfin qui est l'agence fédérale sur les questions notamment de pratiques déloyales ou anticoncurrentielles, qui pose la question de savoir si vous allez dans une banque et que cette entité, cet établissement de crédit a par exemple une donnée vous concernant sur le fait que vous avez consulté un conseiller marital la veille. Est-ce qu'il a le droit d'utiliser cette donnée pour savoir que votre crédit doit être impacté? Est-ce que vous avez le droit d'utiliser du profilage comportemental de manière large pour savoir si une telle personne, il y a un niveau d'employabilité qui est plus ou moins désirable? Et là, je suis dans des choses très très concrètes parce que finalement, c'est quoi les conséquences pratiques de demain? C'est les conséquences pratiques du justiciable et des personnes qui organisent le monde du droit et qui le font vivre. Quand nous tous, citoyens, nous sommes à terme potentiellement l'objet de discrimination algorithmique, il n'y a aujourd'hui aucun recours ou aucune manière même de le savoir. Parce qu'avant de connaître, de pouvoir contester quelque chose, encore faut-il le comprendre et faut-il le savoir. Quand vous êtes demain au niveau, je prends d'autres exemples pour donner des perspectives différentes. Vous êtes un magistrat. Vous pensez que... regardez, il y a eu l'affaire, c'est assez intéressant par rapport au principe responsabilité et la peur. Il y a eu le parquet national financier, ça a été créé en 2013, plus ou moins lié, même si c'était déjà dans les tuyaux par rapport à l'affaire Cahuzac. Demain, une des idées, puisqu'il y a des propositions de régulation et de politique publique très concrètes dans le livre, c'est moi demain je suis persuadé qu'il faut un parquet national du numérique. Et il faut une chambre, comme la 32e chambre correctionnelle, elle est spécialisée pour certains délits éminemment complexes en matière financière. Je pense qu'il en faudra une pour les délits numériques d'une certaine complexité. Je ne parle pas de la fraude au président, de la carte bancaire, on se fait passer pour votre sœur et on vous récupère vos numéros. Je pense de choses où, par exemple, vous entrez dans un hôpital ou dans un opérateur d'importance vitale et vous hackez, vous mettez hors service toute une unité. Parce que quel que soit le secteur dans lequel vous êtes demain, primaire, secondaire, tertiaire, il y a un système informatique derrière, tout est hackable. Vous faites des pannes, vous changez manipulation de cours financiers, manipulation de cours de données, vous changez les données. Et la façon de tracer ces auteurs-là, aujourd'hui, si vous faites un peu d'activité dans cette matière, vous pouvez voir que les plaintes, il y a des classements sans suite, il y a des non-lieux régulièrement. Parce qu'en réalité, et c'est pas forcément encore une fois une faute personnelle, on ne pointe pas du doigt certains acteurs en particulier, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément les moyens matériaux, financiers, humains, pour détecter ces choses-là. Donc demain, comment on fait par rapport à tout ça? Il faut se mettre à la page. L'école de formation du barreau, mais même un peu plus bas, plus tôt, je veux dire, c'était pas une question de hauteur ni d'esprit, c'est plutôt dans les formations. Il faut apprendre à avoir une approche beaucoup plus pluridisciplinaire. Et il faut intégrer une culture mathématique, une culture informatique dans nos réflexions. Ça ne veut pas dire que tout le monde demain doit savoir coder,
Parce que le code, il y en a 500 000 différents codes, c'est comme apprendre une langue étrangère. Mais si vous apprenez une LV1 ou une LV2, les langues vivantes obligatoires en 6e, en 4e au collège, en tout cas, je ne sais plus si c'est toujours la même chose, mais en tout cas, il y avait ces langues obligatoires. Et bien aujourd'hui, pour le matériel informatique, c'est la même chose. Il ne faut pas apprendre à coder le JavaScript ou l'HTML, etc. Mais il faut comprendre la logique qui est le raisonnement booléen. Le raisonnement booléen, c'est en anglais if, then, not. S'il se passe quelque chose, instruction, c'est une décision en arbre. Si vous n'avez pas cette faculté de raisonnement, si vous ne comprenez pas un peu comment ça marche derrière, que vous soyez avocat, pour prendre les questions de justice quantitative plus que prédictive, parce que moi j'aime pas trop l'appellation, que vous soyez magistrat pour interpréter cela, que vous soyez justiciable pour comprendre ce qui se passe, vous allez être complètement déboussolé. Et donc c'est avant tout une question de sursaut, de réveil général sur ces aspects-là. Alors on commence pas à l'école du barreau, donc on commence bien avant. J'ai une petite question avant. Est-ce qu'il existe, est-ce que tu as connaissance d'un contentieux où aurait été mis en cause justement l'objectivité ou le fonctionnement de l'algorithme? Alors c'est très intéressant comme question parce que quand on distingue les algorithmes publics des algorithmes développés par initiative publique ou privée, un contentieux dont tout le monde a entendu parler, c'est tout simplement le contentieux admission post-bac. C'est la façon dont sont répartis les élèves à l'issue du baccalauréat pour savoir si... donc en gros, on a commencé à automatiser toutes ces procédures pour un gain de temps et d'efficacité et aussi pour éviter les passe-droits. C'est toujours la question de l'objectivité des processus machiniques ou algorithmiques. Et en réalité, il y a la question de savoir si on peut avoir accès au fonctionnement de cet algorithme. Depuis la loi pour la République numérique, qui est la loi d'octobre 2016 qui avait été menée par Axelle Lemaire lorsqu'elle était secrétaire d'État, il y a cette possibilité d'accéder au fonctionnement des algorithmes dits publics. Et donc il y a eu un recours, par voie judiciaire administrative, ce contentieux entre guillemets a existé. La question de demain, c'est sur les algorithmes privés. Oui, quelle est la capacité d'ouvrir ces algorithmes? Voilà, parce que les algorithmes privés, vous avez, sans rentrer dans les détails, mais il y a des articles 14-22 du RGPD qui vous permettent d'avoir accès au fonctionnement. Puis vous avez aussi un considérant, c'est le 63 pour ceux que ça intéresse, qui dit dès que vous avez la propriété intellectuelle ou les secrets d'affaires, c'est normal, c'est le cœur du business model. Donc je ne vais pas vous donner... je vous donne un exemple pourquoi la question n'est pas si facile à trancher. Et c'est là où on a une responsabilité collective de ne pas toujours dire les GAFA, les GAFA. Google, par exemple, s'il donnait accès à son algorithme privé de classement des requêtes Internet, vous pourriez manipuler la façon dont l'information sur le moteur de recherche est affichée. C'est énorme comme écueil. Donc c'est normal qu'on puisse garder une certaine... Voilà, il n'y a pas un mythe, la toute transparence n'est pas forcément non plus souhaitable. Mais après, si vous souhaitez défier, contester la façon dont un algorithme a pris une décision, se pose aujourd'hui la question, elle est éminemment complexe, de savoir s'il faudrait qu'il y ait par exemple des auditeurs du code, des auditeurs des algorithmes, est-ce que c'est une autorité administrative indépendante? Alors après vous avez plein de questions, est-ce que c'est la CNIL, est-ce que c'est l'ANSSI? Donc, voilà. Alors l'ANSSI, parce qu'on on décrypte les acronymes mes amis. Alors l'ANSSI c'est l'Agence nationale de sécurité informatique. Mais malgré tout, voilà. Et il y a déjà une expérience, mais alors qui n'est peut-être pas du tout transposable, en matière justement de verrouillage ou de code ou d'un logiciel, de clé de cryptage de l'information qui circule sur un réseau. Aujourd'hui, la clé de cryptage, elle est à un niveau de, je ne sais plus combien, 64, machin, je ne sais plus, mais du coup, elle est vérifiée, contrôlée par une agence nationale qui a pour objectif de dire, au-delà ou en dessous, vous devez déclarer, expliquer. Donc on a l'impression qu'il y a une maîtrise, peut-être théorique, sur la cryptologie. Elle existe. Qu'est-ce qui empêche d'avoir un contrôle ou une maîtrise sur l'algorithme de même manière, qui serait confidentiel, confié à une agence d'État, confié à je ne sais qui? Mais est-ce que c'était d'abord techniquement possible? Est-ce que juridiquement c'est possible? Alors les questions sont multiples parce que en fait l'impact sur le processus décisionnel, comme on l'a vu tout à l'heure, il peut être dès les données. Les données, si elles sont imparfaites, même si l'algorithme est entre guillemets légitime, loyal, s'il processe des données qui sont imparfaites, il y a une répercussion. Donc c'est pas forcément que l'algorithme. Et si on rentre dans l'algorithme, le logiciel Word que tout le monde utilise régulièrement de traitement de texte, vous pouvez avoir accès aux lignes de code. Il faut des jours et des jours et des jours pour arriver. Donc même si on ouvre, encore faut-il comprendre.
Et donc, on a des grandes intelligences, on a Cédric Villani, on a des compétences en France. Bien sûr. On doit pouvoir comprendre, ils devraient pouvoir comprendre. Moi pas, mais eux oui. Puisqu'on est sur Cédric Villani, qui est quand même le chantre des avantages, est-ce qu'il n'y a pas des avantages dans votre tableau si noir à cette collecte des données? Il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, les Cédric Villani, il en faudrait plusieurs. C'est difficile. Il y en a qu'un en France. Oui, il en faudrait beaucoup. Il faudra le cloner. On va cloner. Ah, bah, très bien. Un autre débat sur la bioéthique. Des avantages, il y en a dans les applications et dans le milieu de la justice en particulier. Il y en a des avantages, juste pour vous donner un exemple en matière de la santé, c'est évident. Si vous faites des traitements sur des bases de données gigantesques, vous pouvez faire de la médecine personnalisée, préventive, vous détectez des syndromes en avance. En termes d'application dans le domaine de la justice, alors déjà un premier exemple qui n'est pas judiciaire ou juridique, mais qui est sur les autorités, par exemple administratives fiscales en Grande-Bretagne, il y a beaucoup de détection d'un train de vie qui serait disproportionné par rapport aux ressources et aux revenus. Je ne suis pas sûr que ce soit un progrès de la société. Mais il y a en fait, voilà, pour suivre et pour détecter certains... les avocats... C'est pour que les cotisations à l'ordre soient proportionnelles réellement au chiffre d'affaires. Il faut ranger ça. Il faut ranger sa Cayenne. Il ne faut pas ranger sa Cayenne devant le palais. C'est ça, ou être pris en photo. Ou la mettre en selfie sur Facebook. Enfin, il y a plein de choses à éviter. Et du coup, d'un point de vue plus, par exemple dans les cabinets d'avocats ou dans les tribunaux, il y a un nombre de traitements d'informations qui serait trop exhaustif à faire à la main ou par un temps humain de traitement qui serait disproportionné. Dans ce cas-là, c'est vrai que les algorithmes pourraient permettre de faciliter certaines tâches qui sont à l'image des technologies utilisées dans d'autres domaines, au départ automatisables. Tout comme, tout simplement, pour revenir à l'exemple de Word, le traitement de texte, le fait de diffuser l'information de manière plus rapide. Si demain vous faites il y a des algorithmes de plus en plus sophistiqués qui sont en train d'être créés, mais vous pouvez faire de la recherche de jurisprudence de manière plus fine. C'est juste un exemple simple, liminaire, mais à terme, les usages justement sont à trouver. Aujourd'hui, je pense que la profession et notre métier n'a pas été assez bousculé par peur ou par conservatisme. Mais il faut justement, pour que ça soit une transformation positive et constructive, qu'on intègre aussi de manière assez ouverte certaines propositions d'acteurs qui n'ont pas forcément la même profession, et pour bâtir avec eux, pour pas demain aboutir à des algorithmes qui vont pas respecter par exemple la présomption d'innocence. Je caricature, mais donc il y a des choses à prendre. Il m'avait prévenu, il m'a demandé si on pouvait être politique. Pas totalement politiquement correct, y compris vis-à-vis du barreau et des positions plus classiques. Non, ça va commencer, bon, c'est très bien. Olivier ? Non, mais le barreau est dans la même situation que aujourd'hui toute institution face à cette révolution numérique qui est effectivement vertigineuse. Et on a des problèmes de formation, tu l'as dit, on a des problèmes d'éducation, on a des problèmes d'usage, on a des problèmes d'utilisation. Dans des cabinets aujourd'hui, il ne vient plus à l'idée de compiler des audits sur la base de papier. Donc par définition, on va effectivement utiliser Word, on va utiliser des logiciels qui vont analyser des dizaines de documents pour trouver la clause. On se rend compte que ces logiciels sont beaucoup plus fiables que l'humain, parce qu'ils ne s'endorment pas, ils n'ont pas faim, ils ne baillent pas, ils vont plus vite. Donc il y a bien sûr, c'est du positif de ce point de vue-là. Il est évident qu'on va aller plus vite pour faire des tâches qui sont des tâches répétitives, et là-dessus, tout le monde est d'accord pour considérer, alors il faut s'organiser, ça présente un certain nombre de problèmes de valorisation de la prestation, puisqu'il faut intégrer cette valorisation qui va aller plus vite. On ne va pas rentrer là ce soir dans ce débat, mais on en revient un peu toujours à la même question, c'est à partir de quel moment on est capable, collectivement ou individuellement, et déjà individuellement, de résister à la tentation de cette facilité. Et quels sont les lanceurs d'alerte, quels sont les éléments d'information qui doivent nous éclairer, nous informer sur le moment où on va dépasser un usage qui est un usage d'outil pour passer à un usage qui devient un usage relativement pervers ou avec un effet pervers sur l'humain. J'avais noté un truc, tu connais sûrement, moi je ne sais pas, le chatbot de Microsoft qui s'appelle Tai, qui était donc la mise en place d'un outil de réponse automatisé sur Twitter, et je ne sais plus qui notait qu'en moins de 24 heures, le chatbox proférait des injures racistes.
C'est-à-dire que l'apprentissage de la réalité de ce qui se passait faisait que le robot imitait l'homme, et l'homme n'est pas forcément très beau à imiter. Ouais. Parce qu'on a un vrai problème de conception de la nature, du besoin, de la prestation de la nature humaine. Si on fait des robots qui sont à l'image de l'homme, demain l'homme va disparaître de la planète, parce que l'homme est imparfait. Et justement, pour rebondir sur les conséquences positives, c'est qu'il faut arrêter de se dire que tout le monde, tous les métiers vont disparaître. Ça, c'est la première chose déjà dans les messages positifs qu'on pourrait retenir ce soir. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'au départ, je prends l'exemple d'un avocat. Un avocat, c'est pas seulement quelqu'un qui fait du conseil ou qui défend. C'est quelqu'un qui doit proposer demain à son client, puisqu'il y a un aspect interhumain voilà, il y a des relations interpersonnelles qui sont éminemment importantes. Et donc, il doit avoir de manière un peu large un discours à valeur ajoutée. Et ce discours à valeur ajoutée, demain, va changer de nature. Aujourd'hui, il était peut-être très technique, il le sera aussi, mais ma conception, c'est qu'il y a certaines choses techniques qui pourront, et il ne faut pas avoir peur de ça, être substituées par des traitements peut-être algorithmiques, et à nous, collectivement, de débattre quelles sont la part des choses qu'on veut laisser à des algorithmes et quelle part des choses on veut conserver pour des humains, mais c'est ce discours à valeur ajoutée qui doit s'adapter. Et ça, c'est à court terme. Et je pense que l'adaptation constructive de toute une génération d'avocats et de manière plus générale du droit en dépend largement. À plus long terme, moyen terme, alors je ne suis pas futuriste, mais je me risque un pronostic. Moi, la façon dont je vois les choses, ou en tout cas ceux qui voudront avoir les affaires les plus intéressantes, le vrai discours à valeur ajoutée, nécessitera, je ne sais pas dans quel horizon de temps, ça c'est difficile à savoir, mais des cabinets pluridisciplinaires. Et je pense qu'on va devoir aboutir à une interdisciplinarité qui est beaucoup plus constructive. Je pense que dans des cabinets d'avocats, vous aurez de manière réticulaire des personnes qui travailleront sur des projets, parfois ils seront 3, parfois ils sont 10. Il y aura une force de flexibilité du marché du travail beaucoup plus souple. Et vous n'aurez pas uniquement des personnes qui sont des juristes de formation. Vous aurez des personnes qui sont des data scientists et qui travailleront main dans la main avec des juristes, des avocats. Et il y aura forcément des nouveaux métiers qui vont émerger. Et je vous dis ça parce que récemment, et c'est là où je pense que je ne suis pas complètement dans la prospection, je travaille par exemple sur un chatbot, c'est un agent conversationnel qu'on apprend, c'est pour apprendre à donner des réponses simples à un justiciable qui pourrait avoir des questions sur le RGPD. Ce chatbot, cet agent conversationnel, pour le coder, on était plusieurs autour de la table. Et j'étais donc l'avocat, mais il y avait une personne qui était une cognitiviste et il y avait quelqu'un qui était un codeur. J'ai un autre projet en cours qui est une levée de fonds en crypto-monnaie. C'est une nouvelle forme de financement d'actifs financiers qui s'appelle ICO, pour Initial Coin Offering. C'est sur le modèle des IPO, qui sont les levées de fonds traditionnelles, de fonds traditionnels. Autour de la table, il y a des traders, il y a des avocats, il y a des personnes qui sont des spécialistes du chiffrement. C'est très riche. Et en fait, aucune de ces personnes, prises isolément, ne serait capable d'avancer sur le sujet. Et ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on est tous, entre guillemets, des conseils séparés. Mais je pense qu'à terme, il y aura forcément de plus en plus de choses. Et je prendrai un dernier exemple. Si vous pensez aux données sensibles, les données de santé qui sont traitées par des hôpitaux, demain, les biologistes, les médecins, toute personne faisant de la recherche dans les laboratoires vont par exemple réfléchir à des chartes éthiques pour savoir comment traiter ces données massives. Et pour réfléchir à cette charte éthique, il ne faut pas un spécialiste juridique seul, il faudra forcément quelqu'un qui explique, et par un dialogue, parce qu'on ne pourra pas tous demain être polyglottes de machine learning, de spécialistes du droit fiscal, et en même temps les matières se complexifiant de plus en plus. Donc il y aura forcément de l'interdisciplinarité. Chacun devra, dans sa formation initiale, pour conclure là-dessus, avoir les armes pour être ouvert au dialogue avec les autres, mais aussi, à terme, peut-être, enfin en tout cas, du moins, j'en appelle de mes voeux, des cabinets pluridisciplinaires. Parfait. Donc, puisqu'il y avait un appel au dialogue avec les autres, je vous propose de passer à la phase que vous aviez anticipée, mais je vous cède volontiers la parole, si vous voulez intervenir maintenant. Non, poser des questions, interagir. Pardon, par exemple, c'est là où je vous rejoins complètement, c'est sur le fait qu'il faut pas du tout être réticent à l'algorithme, etc. Par exemple, pour beaucoup d'avocats certains font des comptabilités BNC individuelles. Aujourd'hui, il y a un outil incroyable qui s'appelle, c'est le robot Georges. Alors, si vous tapez robot Georges, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas,
il va venir agréger vos comptes bancaires, votre compte carte bleue, votre compte, et ensuite il va dispatcher ça grâce à un algorithme en comptabilité analytique, enfin selon le plan comptable français, et vous sortir votre 2035 en 4 clics. Donc ça, alors pour mon voisin qui enseigne aux experts comptables, pour eux ça leur fait peur, mais en fait, effectivement, ce que vous disiez, c'est que ça va, c'est un outil qui enlève de la de la gestion qui n'a pas de valeur ajoutée pour pouvoir peut-être permettre aux travaux des experts comptables de faire des choses plus analytiques, plus d'aider l'entrepreneur à construire des tableaux de financement. Et voilà, ça c'est un exemple. Mais ce que ça pose comme limite pour moi, c'est nous en tant qu'avocats, si on utilise cet outil, vu qu'il n'existe pas au sein du barreau, c'est où est la confidentialité des données, comment on traite justement, comment finalement on a accès au codage, et enfin toutes les questions que vous avez développées. Donc il faut mettre en balance l'utilité, la finalité et puis les obligations de notre profession qu'on ne doit pas perdre de vue dans tout ce chemin que vous avez commencé à tracer. Moi, je rebondis parce que c'est pareil. Le message ce soir, si on veut un message positif, c'est de considérer que la réponse doit être collective d'abord, qu'elle doit être interdisciplinaire et interprofessionnelle, et qu'elle doit être aussi dans la formation. Et on voit bien que si on répond à ces trois défis, qui sont une formation pluridisciplinaire, une interprofessionnalité, parce que vous avez raison, on se plaint, les avocats, de l'arrivée des algorithmes dans notre métier, mais les experts comptables sont beaucoup plus impactés pour des raisons techniques, parce que la comptabilité est plus mécanique ou mathématique que ne l'est le droit. Donc il y a sur ces sujets, si on veut rendre un service aux entreprises, quel est l'objectif de nos cabinets? C'est d'assister, c'est d'accompagner, soit au judiciaire, soit au juridique, des entreprises. Les entreprises ont des questions qui sont juridiques, mais qui ne le sont plus seulement. Et de plus en plus, des prestataires, on revient à la question de la concurrence des legal tech par exemple, des prestataires qui sont des prestataires de consultants, de conseils, de toutes sortes d'activités, vont faire fabriquer des offres d'assistance de l'entreprise qui vont comprendre du droit, mais pas nécessairement fait par des avocats, alors que les avocats ou la profession d'avocat n'aura pas pris ce virage, ou ne le prend pas, ou n'est pas en train, ou ne devra pas le prendre. Il y a beaucoup de legal tech qui sont faites par des avocats, et c'est tant mieux. Mais on a besoin, collectivement, de se mobiliser pour être capable d'offrir des offres concurrentes à ces offres-là, pour être simplement sur un marché. Après, le marché régulera, et si les offres des cabinets d'avocats ne sont pas bonnes, elles ne sont pas prises, ce sera les offres des experts comptables ou les offres des cabinets interdisciplinaires. Mais il faut de toute façon qu'on soit capable au moins d'être sur ce marché, d'être compétitif sur ce marché. Et donc cette révolution, ce défi numérique, il a au moins le mérite de nous faire bouger, ce que disait Adrien tout à l'heure, de nous faire bouger, de nous faire prendre conscience de nos limites et de nous dire il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on fasse des propositions qui soient orientées. On a tous les moyens, on a l'intelligence, on a des jeunes comme lui qui sont capables de comprendre et de quoi ils parlent en parlant d'algorithmes. Donc dans nos cabinets, il faut effectivement avoir des compétences et faire rentrer ces compétences et les valoriser, les mettre en avant pour que notre offre soit compétitive. Oui, j'imagine qu'il y a des questions. Voilà, je vous en prie. Marie Forcada. Ma question, elle est autour de... Aujourd'hui, on dit que le cadre juridique n'est pas au point, en tout cas, face justement aux algorithmes. Il y a eu la RGPD, c'est pour les données sensibles, enfin les données personnelles et sensibles. Mais les algorithmes, ça fait intervenir énormément de données, des données aussi qui sont rattachées à des produits. Et donc, moi, au travers de mes lectures, je vois que ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a aucun cadre juridique pour vraiment défendre s'il y a des failles. Alors aujourd'hui, de toute façon, il y a l'ANSSI, il y a des autorités comme ça qui travaillent sur de la sécurité de systèmes d'information. Il y a un certain nombre de parades qui existent, qui sont à mettre en place. Et puis, il y a ce règlement sur les données. Quelles sont les pistes, en tout cas, au niveau du droit, pour faire évoluer le droit sur cette problématique du numérique et au cadre de contentieux? Non, si, vous avez, c'est très intéressant. Il y a un exemple très concret qu'on connaît tous, ou en tout cas qu'on connaît quand on travaille ces matières, c'est le déréférencement. Il y a une décision de la Cour de justice européenne, donc c'est bien une décision de justice, qui est une décision prise par des juges au niveau européen, qui vient dire que
tout collecteur de données dans le cadre du traitement de ces données a l'obligation de déréférencer, ce qu'on appelle droit à l'oubli, caricaturé, c'est-à-dire de retirer une information dont la personne qui est propriétaire de cette information estime qu'elle n'a pas à figurer sur ce réseau ou sur cette information. Donc on a bien une décision de justice qui a permis de mettre en place un accès et un droit de référencement qui est alors, maintenant on peut en compétition avec le RGPD quand la donnée est personnelle, pas entrer dans le détail technique, mais on voit bien que le juge peut imposer un principe à des entreprises. Ces entreprises ensuite, elles le mettent en place, elles l'appliquent plus ou moins bien, c'est discutable, il y a des tas de débats. Mais le juge, en tant que juge, alors au niveau européen, mais au niveau français aussi, peut imposer des principes sur la manière dont on va traiter les choses. Elle ne va pas rentrer dans la manière dont l'algorithme est fabriqué, mais le résultat final, c'est mettez en œuvre des moyens pour permettre à quelqu'un d'exercer son droit à l'oubli. C'est déjà une instruction, c'est déjà une indication. Donc pour vous, est-ce que le règlement actuel, le règlement européen, est d'une base suffisante pour... Alors votre question, elle est doublement utile. Premièrement, elle est utile parce qu'elle nécessite qu'on fasse un état des lieux et qu'on se demande qu'est-ce qui n'est pas encore assez encadré. Il y a plein de questions qui ne le sont pas, c'est normal. La question du droit de la concurrence. En droit de la concurrence, par exemple, vous étudiez s'il y a des monopoles ou des oligopoles qui ne devraient pas être constitués selon un marché pertinent. Et cette notion juridique de marché pertinent doit-elle évoluer demain ? Parce que le marché pertinent, c'est peut-être qui détient certaines données sur, par exemple, les données de santé. LinkedIn connaît mieux le marché que Pôle emploi. Vous voyez, donc il y a des questions qu'on pourrait se poser. Il y a la question de savoir est-ce que les données sont des facilités essentielles. C'est-à-dire que demain, vous pouvez pas partir du principe que si vous prenez la pyramide de Maslow, c'est-à-dire les besoins nécessaire jusqu'à luxurieux de l'homme, l'accès à Internet, et pour pas qu'il y ait une fracture numérique plus grande, constitue la première chose. Et donc du coup, demain, les données, le fait de pouvoir accéder à certaines données, ce serait une facilité essentielle, tout comme la SNCF avec les réseaux ferroviaires ou France Télécom avec les réseaux téléphoniques constituent des facilités essentielles. Il y a des débats comme ça qui sont pointus, qui sont intéressants. Et ça, c'est la question, l'aspect positif de votre question. Et il y a un autre aspect positif, mais qui est... et je me permets aussi, donc, sur lequel je suis moi critique, c'est-à-dire que ça fait écho à une tendance qui constitue à dire qu'il faudrait plus de législation. Alors je ne suis pas libertaire, ou voilà, c'est pas ça que je suis en train de vous affirmer, mais il y a déjà des cadres énormes dans beaucoup de matières, alors très techniques, hein, je vous l'accorde, pas facile forcément à saisir et à mettre en lien, et ils ne le sont pas tous. Mais il n'y a pas que le RGPD. Par exemple, les données libres, les textes sur ce qu'on appelle l'open data, les données, ça existe, la commission, la CADA, ça existe depuis 1978. Les textes relatifs au droit commercial, au droit de la propriété intellectuelle, vous voyez, au droit pénal, l'intrusion dans les systèmes automatisés de données, ça existe pénalement depuis la loi Godefroy de 1988. Donc il y a beaucoup de textes qui existent. On va faire un peu tourner la parole, si je puis me permettre. Vous pouvez avoir une discussion très intéressante, mais je vous proposerai tout à l'heure de la prolonger autour des livres. En une ligne, sans être trop technique, il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas appréhendés, mais le système juridique dont on dispose est actuellement beaucoup plus développé que ce qu'on a tendance à croire. Voilà, alors... Je reviens sur la question de la responsabilité, comment chez Facebook ou Google, on répond je suis hébergeur, et puis la personne physique qui vous répond c'est pas moi, c'est l'algorithme. Dans Cambridge Analytica et le RGPD, les auditions de Zuckerberg disaient qu'il allait recruter plein de modérateurs qui allaient contrôler le contenu. Et donc, le texte, c'est finalement Facebook passe d'hébergeur à éditeur. Donc, il y a un changement de responsabilité de Facebook possible, en tout cas qu'on peut apercevoir, mais l'évolution de la technique fait maintenant que c'est de plus en plus l'algorithme qui va servir de modérateur avec les biais dont vous avez parlé. Donc la question qu'on va se poser, c'est à quel moment l'algorithme va être suffisamment intelligent, et je fais le lien avec une intervention qu'il y a eu sur les nouvelles personnalités juridiques, c'est finalement que la personne robot chère à Alain Bensoussan finalement devient responsable et pose des problématiques de responsabilité juridique qui sont complètement nouvelles, et comment on va se défendre face à cet algorithme.
sur la deuxième partie, c'est finalement une crainte qui sera peut-être infondée, c'est que l'exercice individuel de l'avocat dans les années qui viennent va devenir de plus en plus difficile avec la nécessité de constituer des équipes pluridisciplinaires. Et ce n'est pas à la portée de n'importe quel avocat qui sort de l'école de barreau, qui peut tout de suite s'installer. Comment il va se retrouver tout seul face à ces nouveaux besoins. Peut-être je vais te laisser répondre Oui, sur la deuxième pardon, sur la deuxième partie. La dernière partie de votre question, juste en un mot. Là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que l'activité d'avocat individuel a un avenir qui est un avenir simplement de mutualisation. C'est-à-dire que si nous sommes capables de mettre en face des demandes de cet avocat individuel ou des offres de clients un réseau qui permet à cet avocat individuel de travailler sur un dossier avec tel ou tel expert comptable ou telle capacité qui va être apportée pour le dossier, on est tout à fait capable, et je pense que c'est l'inverse, on va faire plus de flexibilité, c'est-à-dire qu'on aura des gens qui seront de plus en plus souples, de plus en plus flexibles, et de plus en plus à même de travailler à 2, puis à 5, puis à 15 sur tel dossier ou sur tel autre. Juste, j'interviens là-dessus, c'est que dans l'exercice individuel, il y a le nerf de la guerre, c'est que les outils numériques performants qui permettent quasiment de remplacer un collaborateur par un collaborateur robot, ça a un coût, toutes les applications de justice préventive, d'analyse de jurisprudence, etc., ça a un coût assez élevé. Ah oui, c'est vrai, on ne peut pas... Non, la réponse, c'est la mutualisation. C'est la capacité de pouvoir accéder, dans le cadre de laboratoires, d'incubateurs, de labs et autres, à avoir accès à des ressources mutualisées. Mais finalement, vos deux questions ont un point commun, c'est que ces transformations, elles sont progressives. Vous n'allez pas être remplacé demain matin par un algorithme avocat-collaborateur. Et vous n'allez pas avoir demain de la conscience artificielle avec des robots qui nécessiteraient une personnalité juridique. Finalement, moi, c'est plus sur la première partie du coup que je souhaitais vous répondre. C'est pour vous dire que votre question a beaucoup de sens parce qu'elle mérite d'être posée et ça nous permet de savoir collectivement quels sont les sujets qu'on souhaite aborder en priorité. Et je trouve que la personnalité juridique des robots, c'est pas un sujet prioritaire. Pas un sujet actuel en tout cas, c'est pas un sujet d'actualité. C'est-à-dire que c'est comme la question de la propriété des données. C'est des beaux débats. Mais ce n'est pas parce que vous êtes propriétaire de vos données que vous allez mieux contrôler le scandale Facebook Cambridge Analytica. Et vous n'avez pas besoin de reconnaître, mais encore une fois, ça mérite d'être débattu, mais je ne pense pas que ce soit les choses prioritaires. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un discours très technosceptique en disant les GAFA, etc. Il y a des choses à effectivement encadrer dans l'innovation, mais tout comme la personnalité juridique des robots, on la met dans la liste prioritaire. D'ailleurs, l'Union européenne s'en est saisie et il y a eu des rapports l'année dernière qui ont été publiés en ce sens. Ce n'est pas un sujet prioritaire, la personnalité juridique des robots. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une personnalité juridique des robots pour organiser un système de responsabilité lié aux algorithmes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une reconnaissance d'un droit de propriété des données pour envisager les problèmes de responsabilité liés à la collecte. C'est si vrai que le système économique, le marché économique des données existe déjà. Il n'a pas attendu le droit pour reconnaître un droit de patrimonialité dessus. Oui, parce que mes amis, encore une fois, il n'y a pas de dialogue, sinon on prive le reste de la salle de quelques questions ou réflexions. Donc peut-être qu'on prend et vous continuerez tout à l'heure tous les deux, je vous en prie. Alors je voudrais poser une question à Olivier Cozy sur la mutualisation des algorithmes. Est-ce qu'on va vraiment dans cette direction? À mon avis, une mutualisation des algorithmes juridiques ne fonctionnerait que si c'était considéré comme des facilités essentielles, mais on ne voit pas des grands cabinets qui vont investir des sommes énormes, décider de les mutualiser à l'ensemble de la profession. Ça n'aurait économiquement pas de sens. Et aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que ni le CNB ni l'Ordre des avocats de Paris ne mutualisent vraiment n'aillent dans le sens d'une recherche d'outils algorithmiques proposés à l'ensemble des avocats, à l'ensemble de la profession. Donc, est-ce qu'on va vraiment vers cette mutualisation? Outils algorithmiques, là vous y allez fort, parce que je ne suis pas sûr que beaucoup de cabinets d'avocats aient eux-mêmes des outils algorithmiques. Si on parle tout simplement de la documentation, un sujet qui est déjà un sujet de mutualisation, il y a des efforts, et
Eh ben, je parle devant le fondateur de la Grande Bibliothèque du Droit, mais il y a des efforts de mutualisation qui sont faits alors, et il y a des efforts de mutualisation sur la documentation. Donc de la même manière que on peut mutualiser sur des travaux ou sur des dossiers, ma réponse, elle n'était pas sur la mutualisation en général, elle est sur la mutualisation ponctuelle pour un dossier. Vous avez besoin de travailler, vous êtes spécialiste de droit fiscal, que sais-je, vous êtes sollicité pour travailler sur un dossier par un client, vous n'avez pas, vous, la capacité de faire le corporate ou le M&A ou le droit de la concurrence parce que vous êtes seul. Très bien. Vous allez trouver un autre cabinet ou d'autres structures qui vont vous offrir la possibilité de proposer aux clients de manière mutualisée des services. Et là, la question économique, elle devient une question économique de gestion du dossier assez simple. Au niveau de la documentation, de la mutualisation de l'ordre lui-même, on est sur effectivement des offres. Alors, la négociation avec les éditeurs, la négociation avec le LexisNexis et autres, avec les offres qui sont aujourd'hui sur le marché, elle passe par une mutualisation. Nous sommes quand même une force d'achat ou d'indication d'achat de plus de 30 000 personnes à Paris. On devrait pouvoir influer sur les conditions commerciales qui sont faites à ces personnes aujourd'hui à Paris. C'est pas gratuit. Ça ne sera pas gratuit, mais on peut évidemment influer. Cher ami, parce que non, je prends une dernière question et après, vraiment, vous avez le droit de discuter ensuite. Je ne ferme pas tout de suite le musée, mais voilà. Je suis désolé, hein, mais comme vous avez peut-être de conversations intéressantes, mais ça vient des entretiens individuels. Donc, une dernière question de Gilles Luvelin et après, il y a l'excellent bouquin qui est sorti en 96 qui s'appelait Holo, H-O-L-O-N, oui. on va encore pouvoir le trouver. Et ils avaient posé, c'était deux informaticiens qui posaient la question, justement sur les données, et notamment la capacité que tout le monde aura d'avoir accès à la même information, aux mêmes données. On peut imaginer que la chancellerie produise l'outil qui sera commun aux avocats et aux juges. À partir du moment où il existera le contradictoire, où sera-t-il? À l'extrême. Tout le monde ayant les mêmes outils et les mêmes résultats de consultation. Et dans cette étude prospective de 96, l'ordinateur posait des questions, donnait la réponse et la sanction. Et c'était passionnant cela qu'en fait, il n'y avait pas moyen d'échapper au processus puisqu'il n'y avait qu'un ensemble informatique qui gérait l'ensemble des questions et qui donnait les réponses. Et à tout le monde, puisque c'était l'outil commun. Pardon Gilles, mais tous les dossiers que l'on fait aujourd'hui, on les fait sur la base de pièces qui sont communes. On a la même décision de Cour de cassation et chacun de son côté va trouver une interprétation différente. Donc le contradictoire sera le même. Pas totalement faux. Parfait. Mes amis, parce que je sens qu'on peut avoir beaucoup de conversations et que ça peut nous emmener tard, mais vous avez encore une fois le droit de rester enfermés dans ces caves voûtées qui sont admirables. Je remercie infiniment pour l'heure nos deux invités, Adrien Badevant et Olivier Cousy, dans un ordre alphabétique. Je remercie aussi la Société des Amis du Musée qui fait beaucoup pour l'enrichissement des collections ici et puis les activités que nous produisons au sein de cet établissement. Je remercie aussi, on a deux partenaires, les Notes de Paris qui nous filment et nous mettent sur YouTube et donc qui sont vendus à Google et à de sympathiques GAFAM. Et la Petite Égypte qui est une librairie indépendante à côté d'ici qui est notre partenaire pour pouvoir proposer à la vente l'excellent livre donc, de Jean-Pierre Mignard et d'Adrien Badevant, L'Empire des données. Vous avez le droit en plus si vous l'achetez de poser 3-4 questions gratuites à Adrien et évidemment à Olivier, mais lui il ne facturera pas durant la campagne. Vous devez simplement savoir que nous n'avons plus d'audition avant le mois de septembre, où nous avons un programme nourri, mais dont les dates sont en train d'être fixées. Pour ceux qui ne sont vraiment jamais venus ici, en dehors du petit tour qui consiste à regarder nos vitrines, quelques objets qui ont appartenu à des victimes de Landru, à bout de la chaudière ou le thermostat du docteur Petiot qui nous est en ce moment prêté par la préfecture de police. Vous avez l'obligation malgré tout de monter jusqu'au premier étage de cet immeuble pour admirer l'escalier classé depuis le XVIIe siècle aux monuments historiques. Enfin, classé, pardon, l'escalier du XVIIe siècle classé aux monuments historiques depuis 1852. Voilà, je vous remercie encore infiniment. Je pense qu'on a eu le temps de saluer nos invités et de les libérer pour qu'ils aillent signer.